Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on parle auto, si vous étiez avec nous juste avant le journal, évidemment, on parle auto, on parle de comment on appelle ça déjà, d'aide à la conduite, on va parler diesel, on va parler de vous et de vos voitures au 0826 300 300. On a encore un beau programme, l'ami Jean-Luc. On va parler de l'Audi Q4 e-tron, voilà, voiture 100% électrique, mais malheureusement il y en aura de plus en plus. Je dis malheureusement pour vous, Laurence, parce que c'est pas forcément, moi j'ai pas les moyens. Bien. Non, c'est pas moins bien. Mais là effectivement, c'est un peu cher. Ah ouais. En fait, je sais pas que je suis contre l'électrique, c'est que les tarifs aujourd'hui pour avoir des voitures qui permettent d'aller loin avec des autonomies conséquentes, j'ai pas les sous. Vous savez quand même que la voiture la plus vendue en Europe, on en a déjà parlé, c'est la Tesla 3. Oui, mais toute catégorie confondue. Oui, mais la plus vendue, ils en vendent combien par an? Ah, mais la plus vendue. Autrefois, c'était la Golf. Si. Désormais, c'est la Tesla 3. Non, mais c'est vrai. Donc ça veut dire que les gens quand vous regardez la voiture de l'année, il y a 7 finalistes, il y a 6 voitures électriques, il y a une seule voiture thermique. Voilà, c'est le sens de l'histoire. C'est ça. Mais en même temps, vous n'avez pas tort. Enfin, pas toujours. Allez, l'ami Jean-Luc. 0826 300 300. J'espère que votre maman m'écoute. 0826 300 300. Les questions pratiques à Jean-Luc Moreau, c'est à ce numéro-là. Vous pouvez aussi nous laisser vos messages sur la page Facebook, la page Facebook de Sud Radio. Je serai votre voix. Et puis, on pourra retrouver l'essai sur cette fameuse Audi également sur la page YouTube de Sud Radio. On va parler système d'assistance à la conduite. On va parler du diesel. On va parler de beaucoup de choses, de pneus également. Mais tout de suite, on parle de vous. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Premier rendez-vous, c'est notre question auditeur et c'est Jacques qui nous rejoint au 0826 300 300. On n'a pas Jacques ? Ah, alors ça c'est bizarre parce que moi j'ai un numéro pour Jacques a priori. On m'a dit que Jacques arrivait. Voilà. On m'a dit il est sur portable, donc fais attention, il va peut-être être un petit peu en mauvaise qualité. Bon bah écoutez, on laisse notre ami au standard récupérer cet appel qui a du mal à arriver. Juste avant de parler de Jacques, du coup, on va aussi avoir, et ça on le fait régulièrement, un rendez-vous sur le pneu. Beaucoup de gens me disent mais vous avez toujours des choses à dire sur les pneus. Non mais là il y a encore plus à dire parce que Michelin a annoncé que le pneu 100% durable c'était pour bientôt. Ça veut dire quoi le pneu 100% durable? On a tous l'image de ces vieux stocks de pneus qui pourrissaient un petit peu partout. Vous savez, les décharges sauvages, ça n'existe plus aujourd'hui parce que il y a des sociétés qui récupèrent les pneus usagés, mais on les valorise entre guillemets en les brûlant dans des cimenteries la plupart du temps. Demain, Michelin fabriquerait des pneus 100% durables. Ça veut dire quoi? Qui seront fabriqués à partir de matériaux recyclés ou de matériaux biosourcés. Et ça, vous allez voir que déjà aujourd'hui, je crois que c'est 28% dans les pneus Michelin et ça sera 100% en 2030. Donc on y est pratiquement. Ils vont nous expliquer comment ils font pour arriver à récupérer ce qu'on appelle le noir de carbone. Pourquoi c'est noir un pneu? Parce que dans un pneu, il y a du noir de carbone, ça fait noir, et on n'arrivait pas à le récupérer. Aujourd'hui, ça va être possible. Il y a plein de choses comme ça. C'est non, mais c'est vrai que ça change beaucoup aussi à ce niveau-là. On a récupéré on va servir de l'écorce d'orange aussi pour les pneus. Ouais, vous allez voir, non, mais c'est passionnant. On en reparlera en détail, mais ça y est, on a récupéré une bonne qualité avec Jacques, donc surtout la qualité sonore qui était compliquée tout à l'heure. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Laurence, bonjour Luc. Oh, quelle jolie voix, vous avez l'air très en forme, comment ça va? Ah ouais, très bien, ça va très bien. Ça s'entend, on vous écoute. Oui, alors moi j'envisage d'acheter un Dacia de Jogger. Actuellement, je possède une Logan MCV Stepway avec un boîtier éthanol. Et je voulais savoir si le Jogger le moteur du Jogger avait été prévu pour l'acceptation de l'éthanol. Alors déjà, pour tous ceux qui nous écoutent, qui se demandent, ils se disent tiens, le Jogger, j'en ai jamais entendu parler. Alors c'est normal, puisqu'il va arriver au mois de mars, le Jogger. On aura d'ailleurs, je vous l'annonce, au mois de février, le directeur général de Dacia qui sera avec nous au moment du lancement du Jogger. Donc on va abondamment parler de cette voiture qui va remplacer à la fois le Logi qui était le monospace de Dacia et la Logan MCV donc qui était le break sur la Logan qui est beaucoup plus sexy. Bon, j'imagine que si ça vous intéresse de l'acheter, c'est que vous avez vu les photos de cette voiture. C'est vrai que ça fait un petit peu SUV, voilà. Donc oui, tout à fait. Il a un look franchement sympa, beaucoup plus sympa parce que le Logi avant, c'était
c'est un peu électroencéphalogramme plat quand on voyait son design. Là, ça va être beaucoup plus sexy. Il y aura 7 places. Les prix ont été annoncés. Je crois que c'est cette semaine ou la semaine passée. Ça va vraiment être planché. Une fois encore, il faudra, si vous voulez une concurrente, dépenser au minimum 20% de plus. Là, les prix démarreront à 14 990 €, c'est-à-dire en dessous de 15 000 € pour un modèle 7 places quand même. Ça veut dire que vous pourrez acheter une familiale même sans avoir des gros moyens, avec des moteurs qui sont assez intéressants. Alors, il n'y aura plus de diesel, Laurence, voilà, je suis navré. Non, mais il y aura des moteurs essence, et en particulier, il y a un moteur essence 3 cylindres qui existe déjà dans la gamme Renault qu'on connaît aujourd'hui, qui sera disponible en version GPL 100 chevaux ou en version essence 110 chevaux. Et ce moteur, je vous en ai parlé abondamment dans l'émission déjà, ce moteur, il accepte très bien l'éthanol, puisqu'il a même été dès le départ conçu pour rouler avec du super-éthanol E 85, mais il n'est pas homologué pour. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il ne passerait pas les normes de pollution tel qu'il est là lors de l'homologation. Je pensais que c'était un nouveau moteur, que c'était pas le moteur Renault. Si, c'est le 3 cylindres, c'est une évolution. De toute façon, ils évoluent à chaque fois, les moteurs. Mais le 3 cylindres GPL sera celui qu'il y a actuellement dans le Duster, qui est d'ailleurs un bon choix, parce que qu'est-ce qui vous pousse, vous, à changer pour l'éthanol? Le GPL, ça vous intéresserait pas? Non, mais moi j'ai roulé pendant 20 ans au GPL, donc il n'y a pas de problème. Et là, maintenant, je suis passé avec la Logan Stepway à l'éthanol. Vous consommez combien, tiens, ça m'intéresse. À l'heure actuelle, je fais mon bilan régulièrement. Actuellement, entre ville et campagne, je fais 6 litres 96, 97, tout à fait en dessous de 7 litres. Ouais. Et vous aviez quoi comme moteur? Vous aviez quoi? J'ai le 09. D'accord, vous avez le 3 cylindres TCE. Voilà. Ouais. Et alors c'est bien en consommation là pour le coup? Ah bah oui, c'est bien, parce qu'en fait vous avez une surconsommation normalement de 20% à peu près, entre 20 et 25%. Et donc là est à moins de 6 litres et demi avec de l'éthanol. Et avec le GPL avant 20 ans? Je faisais 8 litres et demi avec l'ancienne Logan qui est adaptée au GPL. Oui, mais c'était des moteurs d'ancienne génération avec un rendement nettement moins bon que les nouveaux moteurs maintenant. Non, mais la solution là du moteur 3 cylindres 110 chevaux ça passe. Je pense qu'il passera ce qu'on avait évoqué une fois, c'était que les pompes à essence risquaient à partir de 50 000 km de souffrir si on ne roulait que à l'éthanol, d'où l'intérêt de temps en temps de remettre un plein normal, en particulier l'hiver quand les démarrages à froid nécessitent déjà de tirer un peu plus sur les démarreurs. Cette semaine, ceux qui ont eu vraiment très froid et qui roulaient à l'éthanol ont sans doute eu plus de mal à démarrer. Donc je vous conseille, moi, une fois par mois, de faire un plein classique en fait. Mais moi je n'ai pas de souci, moi je respecte ce que vous dites. Je fais une vidange tous les 10 000 km. Je mets de l'additif Spertec tous les titres pleins. D'accord. Et puis de temps en temps, je roule au Super 95. Et ben voilà. Parfait. Voilà. C'est bien d'écouter Sud Radio. Génial, Jacques. Et d'écouter Jean-Luc Moreau sur Sud Radio, ça fonctionne. Vous nous écouterez encore en février. Il y aura l'essai du Jogger, c'est en février, et on aura le patron de Dacia avec nous. Merci beaucoup, Jacques. Alors, oui, on va être obligé d'y aller, mon Jacques. on vous rappellera une prochaine fois, d'accord? D'accord, entendu. On vous embrasse. Merci, Jacques, au revoir. Nous aussi, on a c'est pas une date limite de consommation, c'est une autonomie d'émission. Il y a du timing sur l'émission, donc on a des autonomies. Donc février, le patron de Dacia, janvier, le patron de Kia qui sera avec nous aussi. Et ils sont ravis à chaque fois. Ça tombe bien. On va y aller, l'ami Jean-Luc. Oui. Allez, dans quelques instants, on va recevoir Pierre Castin, qui est l'ancien président d'Euro NCAP et qui va nous parler des systèmes d'assistance avec cette question. Sont-ils vraiment fiables? À tout de suite. Dans quelques instants, dans On parle auto, ce sera l'essai de l'Audi Q4 e-tron par l'ami Jean-Luc. e-tron, j'ai le droit de dire e-tron, non? J'ai le droit de dire tron. Ça fait un peu femme-tron. Non, ça fait pas femme-tron, ça fait tron, T-R-O-N. Oui, d'accord, ok. Une femme-tron, c'est avec un C à la fin. D'accord, ok. Comme charmante. Oui. Okay. Donc, on parlera de ça, de votre essai, mais tout de suite, on va parler des systèmes d'assistance à la conduite. Sont-ils fiables? C'est la question que l'on va poser à notre invité, Pierre Castin, qui est l'ancien président d'Euro NCAP. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, c'est quoi Euro NCAP déjà? C'était quoi? Euro NCAP, c'est une association de plusieurs pays, organisations, consommateurs et je dirais
Motoring Club qui note les véhicules. D'accord. Sur les véhicules automatisés, enfin conduite automatisée, c'est pas vraiment une note. Aujourd'hui, on ne fait que les comparer par rapport à des critères que l'on s'est fixés pour voir lesquels, enfin si ce que nous disaient les constructeurs était réellement, si on pouvait croire que nous disaient les constructeurs. Oui, alors on va replanter le décor. Jusqu'à présent, Euro NCAP faisait effectivement des crash tests pour tester la sécurité des voitures. Là, on va un petit peu plus loin. On nous parle de voitures autonomes depuis des années. Alors, est-ce que la voiture autonome, c'est une utopie ou pas? Vous avez donc testé avec Euro NCAP les systèmes qui permettent de déléguer une partie de la conduite au véhicule. C'est-à-dire, vous savez, avec le système automatique de maintien dans la voie, avec les radars, avec l'affichage, on en parlait, la semaine dernière, l'affichage de la vitesse. Donc, la voiture va pouvoir prendre la limite de vitesse en compte pour respecter les limitations de vitesse. Vous testez tout ça. Les derniers résultats qui ont été publiés, alors c'est un peu le grand écart. Vous avez d'un côté les bons élèves, en particulier le BMW iX3, puis d'autre côté des voitures qui se retrouvent avec une note qui est pas franchement terrible. C'est pas des étoiles d'ailleurs, hein, c'est quoi? C'est un classement. C'est un classement, d'accord. Bon, mais je dirais pas, justement, contrairement aux étoiles, on peut dire que si vous avez une étoile, vous n'êtes pas très bien en termes d'équipement. Là, je pense que ça vient par-dessus les étoiles. Toutes les voitures qui ont été testées ont déjà 5 étoiles d'origine, et donc elles ont quelque chose en plus sur ce qu'on appelle de l'assistance à la conduite. D'accord. Alors, un point est important. Aujourd'hui, on notait déjà tout ce qui était aide à la conduite qui permettent de corriger vos erreurs quand vous en faites. C'était ce qu'on appelle les ADAS ou les aides à la conduite. Et c'est ce qui rentre un peu dans la note safety backup Pierre, oui, on ne vous entend pas bien. Alors Pierre, je vais juste vous poser une question. Vous êtes où là? Dans une grotte? Chez moi. Est-ce qu'il y a un endroit dans votre domicile où on est sûr d'avoir une qualité? Parce que là, ça coupe beaucoup. On a l'impression que vous êtes planté dans une cave. Est-ce que vous avez un endroit où c'est plus genre une cuisine avec une bonne fenêtre ou non? Je suis à côté d'une fenêtre, là, donc... Ouvrez la fenêtre, sortez sur la corniche. Vous m'entendez mieux, là, ou pas? Oui, ça a l'air, mais ça a l'air d'être un petit peu mieux. Bon, alors, je résume. Jusqu'à présent, c'est vrai, Euro NCAP testait les systèmes. Enfin, prenez en compte les systèmes qu'on connaît tous. C'est l'ABS, c'est l'ESP. Là, maintenant, on juge... est-ce que la voiture est capable ou non d'arriver, alors conduire seule, c'est pas possible parce que la réglementation ne l'autorise pas, mais est-ce qu'elle est capable, si on lui délègue une partie, de le faire correctement? Voilà. Donc c'est le maintien dans la voie, c'est l'affichage et ça c'est quelque chose sur, en tout cas je l'ai vu sur la Toyota Yaris qui a été testée, qui est pas très très bonne, que la voiture mettait un certain temps à réagir sur les changements de limitation de vitesse. Donc on n'a pas forcément la bonne limitation de vitesse qui s'affiche au tableau de bord. Oui, mais ça donc on ne pourra pas le respecter. Oui, mais ça ne met pas en danger la vie du conducteur. Ça ne met pas en danger, mais si vous vous fiez à la voiture... Vous avez vu, la nouvelle réglementation dira la voiture devra afficher à partir des informations de la caméra et du GPS, devra afficher la limitation de vitesse sur l'axe que vous empruntez. Si la voiture met 15 ou 20 secondes, mais d'accord, mais là ça existe déjà dans toutes ces voitures-là. Oui, mais donc, du coup... ça pêche déjà aujourd'hui. Sur la Yaris, sur la Yaris, ça pêche. Pierre Castin? Aujourd'hui, je pense que la réglementation va caler tout ça avec des temps de mise enfin que l'affichage de la vitesse soit en temps réel. Là, aujourd'hui, on parle des aides qui permettent d'aider à conduire normalement. On ne parle pas du tout de systèmes qui vont vous corriger, je dirais, en cas de faute de votre part de conduite. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui toujours le conducteur dans la boucle. Donc aujourd'hui, c'est toujours le conducteur qui est responsable de sa vitesse. Mais alors, c'est quoi ces aides pour conduire par exemple, normalement? Si vous avez, vous suivez une voiture, vous avez mis le régulateur adaptatif, donc vous avez une distance qui est programmée par rapport à la voiture de devant. Donc votre voiture suit la voiture de devant, elle adapte sa vitesse pour garder toujours le même écart, et d'un coup, vous avez quelqu'un qui se rabat dans le trou. Donc d'un coup, la distance ne va plus être bonne. C'est le temps de réaction de la voiture
ce qui va être pris en compte. Il y a des voitures qui réagissent très vite et il y en a d'autres qui réagissent nettement moins bien. D'accord. Donc c'est ça par qui rapport à ce classement, Pierre, on va revenir sur le classement parce qu'il nous reste à peine 1 minute 30. Pourquoi la fameuse BMW X3 voilà. Pourquoi elle coche bien à tous? Parce que c'est la qualité de ces capteurs et le nombre de ces capteurs est beaucoup plus élevé que ce qu'on a sur la Yaris ou sur la Moka, par exemple. Et donc, en fait, évidemment que les véhicules, je dirais, haut de gamme, en termes de prix, peuvent avoir un suréquipement qui va passer normalement. Et puis là, surtout, c'est dire que aujourd'hui, c'est un plus sur des petites voitures d'avoir déjà ces fonctions. D'accord. Mais là, pour rajouter sur la BMW X3, alors pourquoi un X3 thermique n'aura pas la même efficacité? Parce que la iX3, qui est le dernier modèle électrique, bénéficie de la nouvelle génération de capteurs et du nouveau système informatique qui sera sur les futurs BMW. Donc on sait déjà que les nouvelles BM qui vont arriver, y compris les futurs thermiques, auront ce système-là, y compris les futurs thermiques, et qui est jugé comme très efficace par Euro. Parlons du classement, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. La X3 arrive en tête. Ouais, voilà, on l'a vu. Après, Pierre. Après, il y a la Cupra Formentor. Non, il y a d'abord, après, il y a c'est la Cupra, qui est considérée comme bonne. Après, il y a la Ford Mustang Mach-E, qui est aussi bonne. Après, il y a la Hyundai Ioniq 5, qui est, je dirais, modérée, ce qu'on appelle entre les deux. Et après, il y a la Polestar, qui est modérée, mais il y a quand même une différence entre la Ioniq et la Polestar, c'est que la Polestar a un vrai souci de prendre en compte le conducteur dans son automatisme, c'est-à-dire elle n'est pas très coopérative, c'est où j'ai de l'assistance ou je n'en ai pas, un peu comme la Tesla. Et c'est pour ça qu'elle est baissée, parce qu'elle a un très bon équipement en termes de capteurs, mais elle ne prend pas bien compte le rôle du conducteur. Après, il y a la Moka i et la Toyota Yaris, qui sont, je dirais, qui ont l'essentiel de ce qu'il faut pour faire de l'aide à la conduite normale. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Donc on aura l'occasion de voir les progrès, effectivement, puisque Euro NCAP va juger toutes les nouvelles voitures qui sortiront. On en parlera. Où est-ce qu'on peut trouver cette étude pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio? Oui, vous l'avez sur Internet, vous allez sur le site d'Euro NCAP et vous trouverez ça. Euro NCAP, voilà, pour avoir cette étude sur les aides à la conduite. Merci beaucoup Pierre Castin, qui est donc l'ancien président d'Euro NCAP et qui était avec nous sur Sud Radio ce matin. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, c'est vos questions au 0826 300 300. C'est Cédric que nous accueillons. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Madame Perrault, bonjour Monsieur Moreau. Bonjour Monsieur Cédric. J'ai vieilli d'un seul coup là. Comment ça va? On vous écoute Cédric. Bon, déjà merci de me recevoir. Donc je vais essayer de faire vite. Voilà, j'ai acheté un Juke en décembre 2009 à 50 000 km. Nissan, avec donc, voilà, avec le fameux moteur 1,2 litre DIGT 115 chevaux. Nous l'avons gardé 1 an et demi, c'était le véhicule de ma femme. On l'a revendu à 68 000 km il y a 3 mois. Il y a 3 mois, sauf que les gens à qui on a vendu le véhicule m'ont rappelé il n'y a pas très longtemps. Ils n'auraient fait que 500 km avec le véhicule en 3 mois. Et a priori, le moteur serait dans un sale état, voire a priori pratiquement à changer. La voiture est en expertise actuellement chez Nissan, qui n'ont pas l'air trop décidés à vouloir mettre la main au portefeuille. Et en me renseignant un peu sur ce fameux moteur, je m'aperçois que dès que vous tapez la référence du moteur, vous avez des pages et des pages et des pages. Oui, parce que vous dites le fameux moteur. Il est tout sauf fameux. C'est le alors pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le moteur 1,2 litre TCE Renault qui y a dans cette voiture-là, qui a une réputation épouvantable et qui est méritée, parce que c'est vraiment un moteur qui risque de casser au-delà de 50 000 km. Je ne vais pas dire que tous les moteurs cassent au-delà de 50 000 km, mais malheureusement, il y en a beaucoup. Wow. Voilà, je crois qu'il y a même une classe action qui est en cours contre Renault à cause de ce moteur. Alors, ça concerne Renault, ça concerne Nissan, ça concerne Dacia, ça concerne tous les véhicules du groupe qui ont ce moteur-là. C'est vraiment une bête à chagrin. Il consomme de l'huile, il y a des fusions de soupapes. Enfin voilà, il y a tout un tas de misères qui font que le moteur rend l'âme.
À 50 000 Ah oui, Non, mais aux alentours, ça, Ouais, mais c'est honteux. Ça peut être 60 000. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? dans votre cas... Il y a même une page Facebook qui compte 3500 membres. Oui, bien sûr. Où les gens racontent leur récit de casse moteur et des gens qui ont cassé 2-3 moteurs. Oui. Mais vous savez quoi, hein, moi j'ai eu un expert judiciaire au téléphone qui m'a appelé pour avoir des renseignements. Alors il y a des gens qui ont créé justement des collectifs et il y a une action qui est en route. Hein. J'ai eu un expert judiciaire qui m'a appelé, donc je pense qu'il va se passer quelque chose. Alors, du coup, c'est quoi la responsabilité du vendeur là? Malheureusement pour l'acheteur, c'est pas de votre responsabilité. Vous lui avez vendu une voiture qui fonctionnait, elle tombe en panne juste après. Je dirais c'est la faute à pas de chance. Vous auriez été un professionnel, peut-être qu'il aurait pu vous inquiéter, mais là vous êtes un particulier, donc vous n'êtes pas un spécialiste de la mécanique. Et puis quand bien même la voiture marchait, elle tombe en panne. Bon, on sait que c'est un moteur qui est fragile. Celui qui vous a acheté la voiture, il vous achète une voiture avec ce moteur-là au-dessus de 50 000 km, il prenait quand même un risque calculé. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'y connais rien. Oui, par exemple, je suis pas censé savoir. Eh ben, faut écouter Sud Radio. On parle auto. Mais vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi. Mais c'est pas de chance pour le vendeur, ça c'est vrai. C'est pas votre responsabilité. Vous auriez pu être inquiété si vous saviez qu'il y avait un risque de panne, c'est-à-dire que si vous aviez dissimulé quelque chose. Là, si c'était une tromperie, l'acheteur pouvait faire annuler la vente. Mais dans ce cas-là, c'est pas une tromperie. Il achète une voiture qui fonctionne, elle tombe en panne derrière, on se renseigne un peu, on se rend compte qu'effectivement, à ce kilométrage-là, il y a une vraie fragilité sur ce moteur, et donc il n'a pas eu de peau. Alors l'autre question derrière, c'est est-ce que Nissan va prendre en charge une partie des réparations? Je vous le dis honnêtement, si la voiture elle est de 2016, il y a peu de chance. Il n'y a plus de garantie. Il y a peu de chance. Alors c'est quoi la solution? Il n'y a plus de garantie, on dépasse les 5 ans en plus de la garantie légale. C'est quoi la solution? Cédric va devoir payer. La solution, c'est de se rapprocher. Alors Cédric, Cédric, rien. Donc le pauvre acheteur, en fait, il est tout seul. Là. Le pauvre acheteur, il a intérêt à se rapprocher donc de ces collectifs qui se sont créés. Et je vous ai dit en ce moment, puisque j'ai eu un expert judiciaire au téléphone, donc il y a quelque chose en préparation pour essayer de contraindre le constructeur à mettre la main à la poche pour le remplacement de ses moteurs. On parle vrai sur Sud Radio. Donc aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent n'achètent plus de voitures qui ont ce fameux moteur 1,2 litre TCE. Beaucoup, malheureusement. Faites gaffe à ces moteurs, quoi. Ils ne tombent pas tous en panne, faut le dire. Non, mais le risque est important. Moi, j'aurais la haine, Cédric, je suis désolé. Mais Cédric, soyez rassuré. Vous avez... Non, mais après, c'est pas forcément pour moi. Enfin, c'est pour moi, mais aussi parce que moi, je suis aussi dans l'embarras par rapport au. Bah oui. Je comprends bien. Alors, et a priori, Nissan aurait même fait une extension de garantie sur ces moteurs, a priori, si j'ai bien compris, suite à tous les problèmes qu'il y a eu. Ouais, mais là, on est au-delà de 5 ans. On va être 5 ans. Hein, donc 5 ans, c'est mort. 5 ans, c'est mort. Donc, ce que je lui conseille, c'est de se rapprocher effectivement de ces collectifs-là et puis peut-être de bénéficier de l'action qui va être menée en justice contre... Pour conclure, en tapant sur Internet... Oui, on doit trouver... Collectif protection moteur. Je peux vous envoyer les coordonnées de quelqu'un qui s'occupe de ça. Cédric, on va vous envoyer... Jean-Luc hors antenne, parce que là, on est vraiment... Malheureusement, nous aussi, notre moteur est en train de patiner sur l'horloge, là. Il vous envoie tout ça hors antenne et puis vous ferez passer les bonnes adresses à votre acheteur et puis voilà. Merci ami Jean-Luc, parce que moi j'apprends quelque chose et je ferai super attention maintenant à ces fameux moteurs 1,2 litre. Ils vont pas être contents chez Nissan et Renault, mais il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Ils n'ont pas fait un bon moteur, il faut assurer, quoi. Allez, hop là, tout de suite, normalement on a une petite pause et après on a laissé voiture de l'Audi, mais alors tout ça en courant, enfin on va mettre la 5e là, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et le volant, vous allez le prendre également sur la page YouTube de Sud Radio, où vous allez retrouver ces vidéos de cette fameuse Audi Q4 e-tron, Mr. Morrow. SUV 100% électrique sur la même plateforme que le Volkswagen ID4. Alors Audi a pris le parti d'avoir un design qui est pratiquement similaire à celui du Q4 thermique. Moi, j'aime bien. Alors que vous savez que Volkswagen, ils ont fait des voitures que l'ID4 a rien à voir avec les autres modèles de la gamme. Moi, j'aime bien la gamme Audi. Oui, il est joli. Ouais. C'est vrai qu'il est joli, il est sexy. Bon, ça reste un SUV quand même assez conséquent. Il est plus grand en réalité que ce qui ne paraît en image. Il fait 4,59 m de long, un empattement très grand, le même que les autres modèles Volkswagen de 2,76 m, ce qui fait qu'il y a une bonne habitabilité, un coffre également qui est assez vaste, 520 litres. En revanche, c'est un peu une déception à l'intérieur, parce que pendant des années, on nous a vendu à raison Audi comme la référence en termes de qualité.
D'abord, la planche de bord ressemble beaucoup à celle de l'Audi A3 et c'est vrai que dans les nouveaux modèles électriques, c'est un peu la guerre des étoiles et là on se dit bof, ouais, finalement ça a rien de très original et surtout la qualité des matériaux, j'ai été franchement déçu quoi pour un véhicule. Alors je vous donne le prix tout de suite qui frôle les 60 000 euros et je trouve que la qualité des matériaux n'est pas à la hauteur de la BMW dont on a parlé récemment, n'est pas à hauteur des nouveaux modèles Mercedes. Donc Audi qui était leader et référence en la matière, l'est aujourd'hui quand même un petit peu moins. Bon. Bastien, notre réalisateur, la met sur Facebook. Elle est vraiment belle. Pardon. Oui, elle est belle. Oui, ouais, non, elle est belle. Elle est belle. Alors, on a un petit tableau de bord. Pas grand. Bon, oui, qui dit petit, dit pas grand. Mais vous avez un affichage tête haute avec de la réalité augmentée. C'est quoi la réalité augmentée? C'est Spécial Blonde qui vous dit Laurence, faut tourner à droite. Et à un moment, alors on regarde la carte, on se dit tiens, c'est la première ou la deuxième route où je tourne ou à droite. Et là, ça vous met une flèche sur la route, donc on peut pas louper. On est d'accord. Ouais. ça vous indique dans le pare-brise. Vous êtes plus mon copain. Ça vous indique dans le pare-brise exactement où il faut aller. Donc c'est pas mal. Arrêtez avec les spéciales blondes. Il y a des hommes qui sont neuneux. Qui va se généraliser. Ce qu'il y a de bien aussi dans cette voiture, ce qu'il y a de pas bien dans cette voiture, c'est plutôt ça, que vous avez beaucoup de touches tactiles sur le volant. Alors ça, c'est une grande nouveauté depuis la dernière Golf. Le groupe a décidé d'avoir des commandes tactiles sur les volants. Cela dit, Mercedes le fait aussi. Franchement, c'est pas très pratique parce que parfois, il arrive qu'on change les menus sans le vouloir. Et puis, on est aussi souvent obligé de quitter la route des yeux pour changer de menu, pour afficher autre chose dans le tableau de bord. Bon, voilà. Donc, j'arrête d'être vilain. Ah, si. S'il y a un truc aussi, la pompe à chaleur sur un modèle électrique, vous savez, quand il fait froid, et en l'occurrence, il faisait froid quand j'ai fait l'essai, la pompe à chaleur permet de faire des économies d'énergie. Et là, la pompe à chaleur, elle est en option sur un véhicule à 60 000 euros. 1160 euros de pompe à chaleur, ça fait un peu mal. Ouais. L'essai. Le modèle essayé, c'est l'e-tron 40. C'est quoi? Vous avez 3 modèles qui sont proposés avec 3 niveaux de puissance différents, 3 batteries différentes. Celle-là, c'est l'intermédiaire. 204 chevaux, 310 Nm de couple. Bon, c'est pas un boulet de canon, 0 à 100, 8 secondes 1. Mais, tant que c'est pas un boulet, moi, ça me va. Non, mais c'est suffisant. Honnêtement, c'est suffisant. Par contre, ce qui pêche, c'est que le modèle que j'avais était équipé d'un châssis sport avec des roues de 21 pouces. Et franchement, c'est tape-cul. Ouais. C'est incompréhensible que Audi face à un modèle comme ça, qui n'est pas sportif, je vous l'ai dit, puisque c'est pas la motorisation la plus puissante, et de mettre un châssis sport là-dessus, c'est un peu ridicule. Donc je vous conseillerais, si la voiture vous intéresse, de prendre plutôt les jantes de 20 pouces avec la suspension pilotée. Ça sera plus fréquentable que 21 avec le châssis sport. Alors, cette voiture aussi, elle me déçoit un petit peu en matière de consommation. La BM qui était plus puissante, plus lourde, plus grosse, consommait moins que celle-là. Moi j'ai fait 20 kWh de moyenne sur route, 26 kWh sur voie rapide. Ça veut dire que sur autoroute, si vous utilisez la batterie, parce que sur autoroute on n'utilise pas la batterie on la vide pas complètement, on s'arrête avant. Si vous l'utilisez entre 20 et 80%, c'est ce qu'il faut faire. Vous n'avez que 200 km d'autonomie sur autoroute. Quoi. Je souris parce qu'on parle plus en litres, en kilowattheures maintenant. C'est vraiment le sens de l'histoire. Mais bien Allez, sûr. go, on continue. Donc, on peut recharger à 125 kW, c'est moitié moins qu'une Tesla. Où je veux en arriver, simplement pour le prix, je vous l'ai donné tout à l'heure, on n'a que 2 000 euros de bonus. La voiture vaut 58 700 euros, et à 58 700 euros, on va chercher un Tesla Y. C'est mieux sur tous les points, c'est mieux partout. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire au final? J'ai été déçu. Voilà, j'ai bien ce que j'ai senti. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, merci de votre honnêteté. Oui. De toute façon, on parle vrai sur Sud Radio, donc on ne va pas changer aujourd'hui. Et si vous voulez voir cet essai de l'Audi Q4 e-tron, direction la page YouTube de Sud Radio. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. L'essai vidéo, bien évidemment. On accueille tout de suite Johan Bernard, qui est ingénieur-chercheur à l'ICCT, qui est en direct de l'Allemagne. D'ailleurs, merci d'être avec nous. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Bonjour. Bon. Bonjour, merci de me recevoir. Coup de chance, il parle aussi français. Oui, et alors là, on va parler des diesels. Ça va faire mal. Non, on a mesuré l'ICCT, vous savez, c'est ceux qui ont révélé le Dieselgate. Oui. Voilà. Bon, c'était il y a combien de temps, Johan, d'ailleurs, le Dieselgate? C'est sorti en septembre 2015, mais mes collègues ont fait les essais en fait bien avant.
Ils ont sorti les résultats de manière anonyme et c'est l'agence environnementale des États-Unis qui a sorti le scandale à force de chercher, de creuser, de discuter avec le constructeur qui a fini par avouer, je dirais, la triche. D'accord. Bon, alors on est pratiquement 10 ans après vos premières mesures, on est d'accord. Le truc, c'est que vous continuez à faire des campagnes de mesures. Là, vous en avez fait une sur Bruxelles, c'était en fin d'année dernière. Donc fin 2020, les résultats ont été publiés il y a une quinzaine de jours. Qu'est-ce qu'on note ? Alors, on sait que vous aviez, vous n'avez rien de particulier contre le diesel, mais vous aviez épinglé le diesel à l'époque parce qu'il trichait. Est-ce qu'aujourd'hui la situation, c'est les hommes qui trichent avec le diesel. Est-ce qu'aujourd'hui la situation s'est améliorée ? Alors sur les anciens modèles et ceux concernés justement par cette triche-là, non, il y a très peu d'amélioration et c'est un peu une déception qu'on a eue en faisant ces essais à Bruxelles. On a mesuré plus de 250 000 véhicules. C'est qu'il y a eu tout un tas d'optimisation du software, donc du code de ces véhicules-là. Il y a eu même des rappels volontaires ou obligatoires. Et en fait, on constate toujours très peu d'amélioration avec des émissions de polluants, notamment les oxydes d'azote, les NOx, qui sont environ 5 à 6 fois plus élevées que la réglementation. Ça, c'est sur les anciens modèles, vous avez dit. Voilà, véhicules anciens. Jusqu'à 2018. Voilà, alors, anciens, ça veut dire des véhicules qui ont plus de 3 ans. Quoi. 2018, c'est pas des véhicules très vieux. Voilà. On est d'accord. Alors, c'est pas des très vieux. Sur les plus récents, sur ce qu'on appelle Euro 6D, donc les diesels qui commencent à être vendus depuis, ça fait quoi ? Ça fait, on a eu des Temp en premier, ou on a Euro 6D maintenant, donc c'est vraiment c'est des véhicules qui ont maximum 3 ans. Là, il y a eu plusieurs études qui nous ont dit, bon, ça y est, ils sont rentrés dans les clous, finalement, c'est pas plus polluant qu'un véhicule essence. Qu'est-ce que vous avez mesuré dans la vraie vie ? Bon, ce qu'on mesure dans l'usage réel, effectivement, c'est qu'il y a une amélioration nette. On constate environ 65% d'oxyde d'azote en moins que par rapport aux Euro 6 précédents, depuis 2014-2015. Et comme on partait de très très loin, on partait de 6 fois la norme. En fait, on est encore, de ce qu'on constate, au-dessus de ce que la norme avait établi pour 2014. Donc on a encore cette limite en laboratoire, qui a un certain niveau. Et là, en usage réel urbain, on est encore à plus de 50% de ces niveaux-là. Alors, vous parlez de choses importantes, c'est en usage urbain. Alors qu'on sait bien que normalement, le diesel n'est pas une motorisation urbaine. Voilà, on va rappeler ça, effectivement. Ce qui pêche dans la réglementation, c'est que les moteurs sont plus chauds que dans la vraie vie. Et c'est ça, on sait qu'un diesel, des petits trajets par temps froid et en agglomération, c'est extrêmement polluant et c'est même destructeur pour les moteurs. Oui, tout à fait. On a un problème, c'est que même les dernières réglementations, celles qui sont en cours, font tester les véhicules sur route cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle il y a eu une nette amélioration. Mais par contre, ces essais-là, en usage urbain, ils font encore 32 km. On est loin donc de l'usage, je dirais, moyen de ce qui est fait de ces véhicules-là, notamment en ville, où on constate plutôt à Paris une moyenne aux alentours de 8 km. Alors, il y a un truc que vous avez mesuré qui me fait hurler absolument, c'est qu'il y a 5% des voitures que vous avez mesurées qui émettent 90% des particules en nombre. Sont des véhicules sur lesquels les systèmes de post-traitement... Alors non, c'est pas ça. C'est ceux qui démontent, on va dire, qui démontent les filtres à particules ou les filtres à particules qui sont défectueux. Ah mon Dieu, mais oui. Oui, on a mesuré effectivement les particules fines au niveau de l'échappement de ces véhicules FAPés, comme on dit, donc des véhicules diesel qui sortent depuis 2009-2010. Alors la bonne nouvelle, c'est que généralement ça fonctionne bien, ces filtres à particules, mais dans 5% des cas, on a des niveaux extrêmement importants. Pour vous donner une ordre d'idée, un véhicule qui est défapé, c'est l'équivalent de 100 véhicules qui non défapés, qui fonctionnent proprement. Mais donc c'est un vrai problème qu'on essaie de traiter. Excusez-moi une question, Johan Bernard, vous qui êtes ingénieur et chercheur à l'ICCT, donc qui avait révélé le Dieselgate. On est sur quel type de véhicule là ? Quels sont ceux que vous avez testés ? Enfin, je veux dire, c'est vraiment une étude. Vous n'avez pas de marque spécialement à nous donner. Enfin, c'est parce qu'il y a quand même des constructeurs qui font un sacré boulot sur les diesels aujourd'hui, quoi. Oui, effectivement, il y a le défapage, enlever le FAP, c'est pas un problème constructeur, c'est un problème de certains utilisateurs. Il y a quand même certains problèmes qu'on peut constater à la sortie d'un véhicule. Il peut y avoir des FAP qui sont mal montés ou des FAP qui craquent dans la matrice, se craquellent au fur et à mesure de l'utilisation. On constate que plus les véhicules sont vieux, plus il y a quand même de problèmes. Donc c'est un mélange un peu de tout ça. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, mais c'est pas le cas dans d'autres États membres de l'Union européenne, il n'y a rien qui permet de détecter au contrôle technique ce type de fraude. Parce que le système actuel, oui, ça c'est vrai. Ça c'est pour la fraude. Non, mais ça c'est pour la fraude au FAP. Mais moi j'ai envie de parler de marque. Est-ce qu'on a des noms oui, Est-ce qu'il y a des bons élèves et des mauvais élèves ? Est-ce que vous allez les révéler un jour ou l'autre ?
Oui, dans le rapport, on peut constater qu'il y a une diversité assez importante entre des bons élèves et des mauvais élèves. Sans citer de marque, on constate qu'il y a certains constructeurs qui ont des technologies plus ou moins, je dirais, efficaces. En termes de dépollution. Voilà. Mais laquelle, par exemple, Non, mais on sait, par exemple, sans révéler, parce que j'imagine que vous, si vous voulez pas le dire, c'est que ça sera révélé ultérieurement. Mais ce qu'on avait quand la commission royale a fait des mesures, on s'est rendu compte que les diesels Renault, par exemple, étaient beaucoup plus polluants que les diesels du groupe PSA. Voilà. Bon, est-ce que vous allez révéler, pour conclure, Johan, malheureusement, je suis obligé d'être un peu la mère fouettard, alors qu'on fête Saint-Nicolas en ce moment, mais la mère fouettard de la montre ce matin. Vous allez révéler les meilleurs élèves ou pas à un moment ou à un autre? Non, les meilleurs élèves et les moins bons sont déjà dans le rapport. Vous pouvez tout à fait regarder. Donc, comme l'a dit Jean-Luc, Renault, Fiat n'étaient pas vraiment très bons en Euro 6. Eh ben, on y vient. Voilà. Là, l'un de nos plus mauvais élèves, c'est le Ford 1.5. Donc on peut le dire, c'est dans le rapport. Ah, enfin. Voilà. Moi, j'aime la transparence. Voilà. Bon, en je tout dirais cas, qu'il y a une bonne nouvelle, c'est la norme Euro 7 qu'on prépare. On espère qu'elle va arriver très tôt, plutôt 2025 que 2027. C'est la Commission européenne qui prépare ça et on espère que ça va régler les soucis actuels de la norme. Et on trouve sur Internet le rapport. Ouais, mais le rapport complet. Ouais. Où ça? Il est in French. Oui, mais on tape quoi? Sur le site de l'ICCT. ICCT. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Johan. Merci, Johan. Et Johan qui est gentil, qui était en Allemagne, qui allait faire sa 3e dose et qui a pris du temps. Qui s'est arrêté en route. Johan Bernard, ingénieur-chercheur à l'ICCT. Allez, on est très en retard. Dans quelques instants, on va parler pneus. J'ai plein de questions sur les pneus en plus qui sont arrivées sur la page Facebook. Et puis, quelle auto choisir? J'espère qu'on aura le temps. Vous avez envie d'une nouvelle voiture? Venez au 0826 300 300 pour poser la question et avoir les conseils de l'ami Jean-Luc. Et nous allons parler pneus avec Cyril Roger qui est expert innovation chez Michelin. Mais juste avant, on a beaucoup de questions sur la page Facebook de Sud Radio où vous pouvez nous retrouver en direct. Et on a Didier par exemple qui nous a dit: bonjour la team, petite question de circonstance. Lorsqu'il y a le panneau bleu avec les chaînes à neige, peut-on circuler avec uniquement des pneus hiver? Merci et bon week-end. Alors, dans certains cas, je vais répondre oui. On va demander. Bon, Cyril, il est expert un peu en tout. Hein. Bonjour Cyril. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Voilà, moi je dirais oui, c'est toléré. Maintenant, l'expert répond quoi? Est-ce que quand on a le panneau bleu, on peut, avec 4 pneus hiver, on peut grimper? Ou il faut des chaînes? Le panneau bleu avec les chaînes. Hein. Ouais. Non, ça en fait c'est l'obligation d'avoir des équipements spéciaux et maintenant les pneus neige, donc à ceux avec le marquage 3PMSF, sont tolérés et en plus la plupart du temps les gendarmes sont assez tolérants avec ce genre de choses pour l'instant, mais voilà. Effectivement maintenant avec la loi montagne en plus ça va devenir obligatoire d'avoir des équipements spéciaux. On a un autre témoignage vite fait pour conclure, Michel qui nous dit en effet ça a beaucoup évolué, j'ai rencontré ce problème, la gendarmerie m'a laissé passer avec 4 roues MSS, voilà, donc on y est quoi. Oui, exactement. Bon alors on va revenir à notre sujet du jour hein, parce que Michelin a annoncé le pneu 100% durable. Et c'est pas pour dans 50 ans, c'est bientôt. D'ailleurs, ils sont déjà de plus en plus durables, les pneumatiques aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par durable, tiens? Alors, durable, parce que durable à la cantine, c'est quand il y a des frites, mais autrement. Non, c'est durable. Ce durable, c'est avec le lapin, par exemple. Hein, vous voyez, le rable de lapin. Bon, ça n'a rien à voir, pardon. Donc en fait, un pneu durable, c'est un pneu qui va minimiser son empreinte à toutes les étapes de son cycle de vie. Et en particulier, là, on parle des matériaux durables qu'on met dans les pneus. Donc ce sont des matériaux qui sont soit biosourcés, renouvelables, soit ce sont des matériaux recyclés, donc qu'on récupère. Et aujourd'hui, on a à peu près 28% de matériaux durables dans un pneu. Et notre objectif en 2030, donc vous voyez, c'est demain, bientôt 8 ans, voilà, c'est demain. L'objectif, c'est d'atteindre 40%. Donc on a déjà un défi technologique très important à faire pour y arriver. D'accord. À terme, on peut imaginer que 100% du pneumatique, c'est ce que vous avez annoncé en tout cas, soit durable, c'est-à-dire avec soit des matériaux recyclés, soit biosourcés. Voilà, l'objectif qu'on se donne, c'est effectivement qu'en 2050, on soit complètement sorti du pétrole et qu'on ait 100% de matériaux durables. D'accord. Alors c'est quoi ces matériaux durables? Alors biosourcés, c'est quoi? Alors biosourcés, typiquement, on va trouver des choses qui existent depuis un petit moment déjà, mais comme par exemple l'huile de tournesol qu'on peut mettre dans les pneus, les écorces d'orange qui fournissent ce qu'on appelle le limonène. Ça sent bon. Et puis là, on travaille sur des nouvelles technologies qui permettent, à partir de déchets végétaux de type écorce de bois ou des tiges ou des feuilles de maïs, par exemple, de fournir du butadiène qui va rentrer, qui est un composant en fait qui permet de faire du caoutchouc synthétique. D'accord. Ah oui. Voilà. Et puis vous récupérez aussi les éléments des vieux pneus pour faire des pneus neufs.
Voilà, alors ça c'est le recyclage en fait des anciens pneus, hein, puisque là il y a quand même une source importante, puisque à peu près 1,6 milliard de pneus arrivent en fin de vie chaque année dans le monde. Donc vous voyez, il faut les collecter et les traiter. Et l'objectif, c'est grâce à un procédé de pyrolyse, un petit peu comme ce que vous avez dans votre four, sauf que là c'est de la pyrolyse qu'on fait plutôt par micro-ondes pour économiser de l'énergie. Et ben on va le chauffer à très forte température et on va récupérer certains éléments essentiels qui étaient dans le pneu avant. C'est un peu comme récupérer la farine, le sucre et les œufs de son gâteau après qu'on les cuit. Voilà. Et on récupère ces différents éléments pour les réincorporer dans le pneu, donc en particulier le noir de carbone. C'est bien. La vraie question, la dernière, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Cyril, est-ce que ces pneus 100% durables, ils vont être plus chers ou moins chers que les pneus actuels? Parce que comme vous les faites avec des déchets, ça va être moins cher, non? Alors c'est un petit peu tôt. Alors les déchets, effectivement, ça va devenir une source stratégique demain, mais on travaille pour que les technologies ne soient pas plus chères que les technologies du pétrole aujourd'hui. On est en stade de démarrage, puisqu'on a fait des prototypes, on les a testés et puis c'est plutôt très bon. Et maintenant, on passe dans un stade de construction industrielle. Par exemple, on installe un prototype industriel à Bassins qui permettra dès 2024 de pouvoir fabriquer justement une partie du caoutchouc synthétique à partir des déchets végétaux. Bon ben voilà, en tout cas on fait, et puis on se tiendra au courant. De toute façon, on va se revoir d'ici 2030. Oh ben c'est clair, normalement, si tout va bien. Merci Cyril. Merci beaucoup Cyril Roger, qui est expert innovation chez Michelin. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Il y a Stéphane qui dit, mais y a-t-il assez de matières premières avec la Chine qui explose tout pour les matières? Oui, mais des écorces oranges, il y a plein de trucs. Vous êtes beaucoup les vieux plastiques serviront. Vous êtes super beaucoup, c'est bien français ce que je viens de dire. Vous êtes beaucoup, c'est super, pardon, d'être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Mais par contre, lui, il est avec nous au téléphone, c'est Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, merci de me recevoir. De rien. Alors on a 2 minutes, donc je compte sur vous. Allez-y, quelle voiture vous voulez? Eh ben en fait, je vais faire vite. Comme nous sommes biberonnés en France au diesel, je voudrais passer au bioéthanol. D'accord. Et en fait, j'ai des pompes tout autour de chez moi, donc ça donne vraiment envie. Et j'ai vu un Lexus RX 300, mais est-ce que le 6 cylindres, ça me fait un peu peur. Est-ce que le bioéthanol... Alors c'est quoi votre budget, Ludovic? On va commencer par ça. Ça. Mon budget, je voudrais pas dépasser les 7000. Comme j'ai 2 enfants de 10 et 3 ans, bon, la voiture, vous voyez ce que je veux dire. Alors... Vous n'allez pas prendre un RX 300, vous allez prendre un RX 400H. Pourquoi? Parce que on les trouve au même prix. Le 400, il est même mieux équipé avec le pack président. J'en ai un, donc je peux vous le dire. On en trouve à 7 000 € avec des kilométrages aux alentours de 200 000 km. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, non, parce que cette voiture-là, elle est tout juste rodée à 200 000 km. Ah ouais. Non, mais c'est d'une fiabilité absolue. Alors, le passage à l'éthanol, en général, on le déconseille sur les véhicules qui sont fortement kilométrés. Sur celui-là, non. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous avez un hybride, 60% du temps, le moteur thermique ne fonctionne pas. Donc, même quand le véhicule a 200 000 km, on considère qu'il en a beaucoup moins dans la réalité d'heures de fonctionnement. Donc, vous pouvez y aller. Il accepte, alors 50-50. Si vous n'avez pas de boîtier, il prend 50-50 sans problème. Vous trouverez pour 7 000 €. J'en ai vu sur. J'en ai vu, oui aussi, qui était pas mal kilométré, mais bon, si vous me dites qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, c'est ultra fiable, c'est ultra confortable, c'est super bien équipé. Là, j'en ai trouvé un, par exemple, pendant que vous discutiez, messieurs, là, j'étais voir, j'en ai trouvé un à 9 000, à 170 km. Oui, mais il y en a. 170 000 km. Voilà. Moi, le mien à 150 000 km, j'ai eu 0 panne depuis que je l'ai. Je l'ai depuis 2005. Ouais, vous êtes fan en plus. Voilà, et je l'userai jusqu'au bout, parce qu'en fait. Vous parlez plus de votre Lexus que votre femme, d'ailleurs, quand on parle ensemble. Mais non, mais je l'emmènerai vraiment jusqu'au bout. Je me dis, je vais pas. C'est une voiture qui vaut plus grand chose aujourd'hui. Et je vais même vous dire autre chose. J'en avais fait acheter à un ami qui l'a changé et il regrette son Lexus. Ah oui. Question, pour conclure, il nous reste à peine 30 secondes pour Ludovic. Quel que soit, s'il en trouve un, il peut rouler partout, même les ZFE qui sont en train d'arriver? Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors, il y a du schmil sur les 400H. Moi, par exemple, il est critérien, alors qu'il ne devrait pas l'être. Mais écoutez, vous bénéficiez des erreurs des services de carte grise des préfectures autrefois. Tant mieux. Bon, voilà, il faut y aller. On fonce, Ludovic.
D'accord, merci beaucoup en tout cas. Je vous embrasse très fort. Et puis bon, Lexus. Merci. Merci beaucoup. C'est une marque qui fait un peu rêver. Au départ, elle est un peu hors de prix. Fiabilité, elle est numéro 1 depuis. Après, elle est super chère neuve. Pratiquement depuis. Moi, j'avais failli, hein, mais c'est un peu cher. Depuis le début de Lexus, à chaque fois dans les tests, ils sont toujours numéro 1 en fiabilité. Ouais, c'est la marque de luxe de Toyota. Hein. C'est la marque de luxe de Toyota. Ouais. Et vous êtes ma marque de luxe, Jean-Yves Moreau, sur Sud Radio. Comme vous êtes mignonne, Dame Laurent. Mais oui, je suis comme ça, moi. On se retrouve samedi prochain avec bonheur. Plaisir, oui. Et puis on va vous réserver des petites émissions spéciales pour la fin de l'année avec des petits livres à vous faire gagner, enfin des beaux livres. On va s'organiser pour vous gâter pour les émissions de Noël et du Nouvel An. Bisous, bisous. Allez, à suivre tout de suite, et je crois qu'on va le retrouver du côté de la belle Champagne, cette magnifique région qui fait des vins pétillants exceptionnels. C'est l'ami Alain Marty que j'embrasse très fort. Sud Radio.